sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est croustillant, un sujet que très peu de gens osent parler, c'est le système hiérarchique. Est-ce que ça existe chez les chiens, le système hiérarchique? Je me lance, je prends la peine d'en discuter, je le sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Mon objectif à moi, en fait, c'est d'expliquer mon point de vue face à un système hiérarchique. Je te mets au défi, si tu n'es pas d'accord avec le système hiérarchique, d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et après ça, si tu as écouté la vidéo jusqu'à la fin et tu ne crois toujours pas au système hiérarchique, c'est correct. C'est vraiment à ta discrétion. Rendu là, moi, je vais te respecter dans ton choix. Et j'espère que tu vas faire la même chose à l'inverse. Je me présente, moi, c'est Joanie Dion. Je suis spécialiste en comportement canin et dans mes formations, j'ai une formation en éthologie avec Richard Baudet. Richard, ce qu'il m'a enseigné, en fait, c'est à apprendre à observer, à regarder les chiens, sans m'interposer au travers de ça et de rester objective dans mon évaluation. Comme quoi, la science, finalement, c'est très objectif. Et l'objectif et le défi pour un entraîneur de chien, c'est d'être objectif également. Voici mes observations des 10 dernières années au niveau des chiens. Et voici pourquoi un système hiérarchique, c'est tellement important. Mais c'est peut-être pas relié à tout ce qu'on croit, c'est-à-dire à la dominance ou bourreau qui tape sur la tête de tout le monde. Et ça n'a aucun rapport avec ça. Donc, je vous explique, pour moi, c'est quoi un système hiérarchique. Un système hiérarchique, en fait, est composé de plusieurs détails. Le premier détail, en fait, c'est des rituels qui font en sorte qu'ils renforcent le système hiérarchique, qui renforcent le côté familial de vivre en groupe. On le sait, nous, dans nos humains, on a des petites habitudes, des petits trucs qu'on fait pour se valoriser un et l'autre, que ce soit le matin d'apporter le café bien dosé, que ce soit de préparer la table ou peu importe pour aider chacun et chacune. Okay? Ces petites choses-là, en fait, ces petits détails-là, on le voit également chez les chiens sous forme de rituels. Les rituels qu'on va voir, en fait, ça va beaucoup être des comportements de léchage au niveau de la bouche, surtout chez les femelles. C'est ce qu'on va vraiment évaluer, puis c'est ce que moi aussi j'ai observé. On va voir beaucoup d'autres femelles aller licher les babines des autres femelles, peut-être dans les rangs plus hauts. Ça veut dire quoi, avoir un rang plus haut? Ce qu'on sait, en fait, au niveau des chiens, c'est qu'il y a deux raisons majeures du pourquoi qu'un chien a des comportements, c'est-à-dire survivre et se reproduire. Ce qui est important de comprendre quand on parle de survie et de se reproduire, c'est que logiquement et idéalement, c'est seulement les plus forts, les plus beaux qui vont se reproduire. Et là, ce n'est pas une question d'élevage, de sélectionner l'élevage, c'est qu'entre eux autres, au niveau du système animalier, c'est exactement ce qui se passe, c'est les plus beaux et les plus forts qui se reproduisent. On ne veut pas avoir un animal qui est sensible, un animal qui a de la difficulté à survivre, qui a de la misère à prendre sur lui, qui va se reproduire. Sinon, de toute façon, sa progéniture a des risques de ne pas survivre à long terme. Et le but, en fait, c'est de pouvoir justement amener une progéniture pour que cet animal-là survive pendant longtemps. Donc ça, c'est le premier principe. Maintenant, comme mon chien vit pour survivre et il vit par la suite pour se reproduire, tous les comportements qui en découlent vont amener à long terme un système hiérarchique. Pourquoi un système hiérarchique? C'est que dès qu'on vit à 3 et plus, il y a un système hiérarchique. Et là, tout ce qui va aller avec ça va amener de la patience. Ça va apporter un chien qui est peut-être plus tolérant, un chien qui va être en mesure de développer de la collaboration et un animal qui va être en mesure de développer peut-être des comportements sociaux qu'on ne verrait pas ailleurs. Ces comportements-là sociaux vont amener d'autres choses également. Donc, ça va lui amener aussi peut-être un besoin essentiel de vivre dans le système hiérarchique pour peut-être d'autres raisons. Alors là, je vais aller démystifier le côté besoin essentiel qu'un chien pourrait avoir de vivre en meute et pourquoi ce n'est pas tous les chiens qui ont ce besoin-là essentiel. Donc, dans le système hiérarchique, en fait, le pourquoi c'est essentiel de vivre en meute, c'est non seulement au niveau de la survie. Plus on est une grosse gang, plus ça fait de bouche à nourrir. Par contre, plus on est une grosse gang, plus on a une puissance de front qui va être peut-être plus puissante pour aller chercher des plus grosses proies. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais mon chien vit dans la maison, il y a de la croquette tout le temps, il n'est plus dans un système hiérarchique. » Je comprends totalement ce que vous dites, puis effectivement, ça a un jeu, ça a un lien par rapport au système hiérarchique. Ça a un énorme lien d'avoir de la nourriture à profusion, puis de ne pas avoir besoin de se poser la question puis d'aller à la chasse. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'animal a été programmé au niveau de son cerveau, génétiquement, pour être en mesure de survivre. Donc, c'est ancré en lui, ce mode de survie-là. C'est pour ça aussi que maintenant, on parle du système hiérarchique qui existe et qui n'existe pas. C'est parce que le chien n'a peut-être pas besoin d'aller se prouver autant qu'il avait besoin de se prouver s'il vivait en communauté avec une ressource de nourriture qui est plus moindre. Faites juste regarder les chiens qui vivent au nord et qu'à ce moment-là, ils doivent se battre pour la nourriture ou le très peu de nourriture qu'ils vont avoir. Le chien est un animal extrêmement opportuniste, premièrement. Et deuxièmement, il a l'habileté de pouvoir développer des liens et une communication.
avec ses congénères pour aller à la chasse, qui est la première chose, en fait, du pourquoi qu'ils vivent en groupe. C'est pour pouvoir augmenter le nombre de proies et, évidemment, augmenter la progéniture à long terme. Ce qu'on sait également, c'est que c'est le mâle et la femelle dominante qui devaient se reproduire. Et là, je répète, le mâle et la femelle dominante. Ça veut dire quoi d'être dominant? Pour moi, un animal qui est dominant ou qui est le leader de la meute ou le leader du groupe, ou peu importe comment vous allez l'appeler, sincèrement, on s'en fout, là, au bout de la ligne, l'essentiel est quand même là, c'est que l'animal doit être confiant, il ne doit pas être émotif, il doit être en mesure de gérer les conflits pour s'assurer en fait qu'il n'y a pas de bataille, parce que bataille égale à blessure, blessure égale à une mort possible. Donc, il doit être en mesure de pouvoir être capable d'équilibrer les batailles, d'être assez fort physiquement. Il doit être en mesure de pouvoir justement se reproduire. Donc, il doit avoir le physique et le look également. Le look est beaucoup plus important chez les femelles, puis les comportements que moi j'ai observés dernièrement, c'est que les femelles de haut rang, qui se considèrent de haut rang, vont aller gruger les moustaches ou le poil des autres chiens pour pouvoir justement soit enlever la beauté. En même temps, on ne voit pas exactement le pourquoi du comment qu'un autre animal pourrait aller gruger les moustaches d'un autre chien. J'ai vu ça chez le pitbull, j'ai vu ça chez d'autres races de chiens aussi. Donc, c'est des comportements qui sont observés. Donc, le rôle du leader, en fait, là, c'est ça ici. C'est de s'assurer, en fait, à l'harmonie et au bon fonctionnement d'un groupe, d'une meute ou peu importe le nom qu'on va donner. Son rôle, c'est pas d'être le bourreau puis de vouloir s'imposer tout le temps puis de toujours vouloir pousser tout le monde. C'est de s'assurer la survie de la meute. Et la survie de la meute, ça amène 5 leaderships habituellement, et dont le premier, qui est le rôle de la sentinelle, s'assurer de se mettre alerte s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui pourrait nuire, donc créer un danger pour la meute. Et la deuxième, qui pourrait être également de régulariser, donc d'être plus physique, de pouvoir régulariser les jeux pour pas que ça monte trop intensément. S'assurer également d'avoir peut-être accès à de la nourriture, donc d'être un bon prédateur. Et là, le niveau de prédation chez les chiens, ce n'est pas stable. Il y a des chiens qui vont être plus prédateurs que d'autres. Plus le chien est prédateur, plus il est à risque pour les petits et les confrères, donc les autres animaux qui sont avec lui, parce que veut pas, la prédation, il va chercher à être physique. Okay? Mais ça prend la prédation pour être en mesure d'aller à la chasse, être en mesure d'apporter des plus grosses proies. Ça prend ce désir-là, ce système d'adrénaline-là pour être en mesure de le faire. Donc, ça prend... Déjà là, on a déjà 3 rôles quand même assez intenses, le côté prédateur, le côté sentinelle. La sentinelle, ce n'est pas le chien qui jappe à tout et rien et qui n'est pas capable de gérer. Ça, c'est pas un bon leader. Lui, alerte la meute pour rien. OK? Et là, ça crée du stress pour rien. Donc, ce n'est pas un comportement, ça devient un trouble de comportement. Il y a un autre aussi qui est super important, c'est de rassurer et d'apporter un certain confort. On oublie tout le temps cet aspect-là que plus la meute est tissée serrée, plus le groupe est tissé serré, plus il va apporter un aspect de sécurité. Parce qu'on vit en groupe, parce qu'on peut se fier sur les bodies, on peut se fier sur les autres autour. Un s'occupe d'une affaire, l'autre s'occupe de l'autre affaire, donc moi, j'ai rien à gérer. Donc, le système hiérarchique, pour moi, c'est ça. C'est vivre en communauté avec chacun son rôle, chacun sa job et ne pas avoir tous les rôles en même temps parce que j'ai peut-être pas l'étoffe de faire ça. Et donc, à ce moment-là, ça m'apporte un sentiment de sécurité. Puis c'est souvent ça, en fait, qui arrive, c'est que les gens oublient cet aspect-là qui est essentiel à la survie des chiens. Le chien, ce n'est pas l'animal le plus gros, ce n'est pas l'animal le plus petit, ce n'est pas un animal qui est capable d'attraper ses proies facilement. Il a besoin d'aide, il a besoin de la communauté pour avoir une chasse qui est autonome. Et donc, à ce moment-là, il va avoir besoin d'avoir ses bodies pour pouvoir l'aider pour maintenir à sa survie. Donc, considérant que les animaux fonctionnent toujours dans un mode de vie pour survivre, le rôle du leader est extrêmement important pour être en mesure d'assurer la sécurité de mon animal. Donc, majoritairement, les troubles de comportement qui découlent d'un système hiérarchique qui est défaillant, c'est parce que le chien, qui considère faire partie de notre meute, puis là, pourquoi qu'ils considèrent faire partie de notre meute? C'est que quand ils sont chiots, on fait une imprégnation, c'est-à-dire on va manipuler, on va aller mettre l'odeur humaine au niveau, en fait, de la maternité qui va faire en sorte qu'on fait partie de leur gang. L'autre chose aussi, c'est qu'ils vont nous percevoir comme eux, leur patron moteur ou leurs lunettes, on pourrait dire, la façon de nous percevoir, leur perception à eux va faire en sorte que c'est eux qui vont évaluer notre comportement. Et là, ça m'amène à discuter pourquoi chaque petit comportement qu'on va faire dans la vie de tous les jours peut altérer notre système hiérarchique, peut créer des conflits avec notre chien pour X raison que ce soit, parce que notre statut hiérarchique est peut-être pas assez clair. Donc, notre leadership est peut-être une journée super fort et l'autre journée, il n'est pas fort. Et là, vous me voyez venir, j'ai pas du tout parlé d'interaction avec le chien physique
vouloir démontrer nécessairement une attitude de dominant ou de planter le chien par terre. Être un leader, c'est une question d'attitude, c'est une question de projeter une aisance, une confiance. C'est aussi de projeter, de prendre sa place, mais de laisser la place aussi à l'animal qui est à côté de nous, de prendre le temps de vouloir comprendre, mais sans pallier sur notre confiance en nous et sans nécessairement aller briser la confiance du chien au travers de ça. Et c'est cette harmonie-là, c'est cette fusion-là qui va faire en sorte que le chien va se coller encore plus au maître parce que mon rôle de leadership va apporter une sécurité à mon chien. Puis cette sécurité-là va faire en sorte que mon chien va être stable dans sa tête. Donc, quels sont les petits comportements qu'on fait constamment? Le premier comportement qu'on va faire qui va nuire à notre comportement hiérarchique et à notre leadership, si je peux dire, c'est de laisser mon chien passer la porte avant moi. Ce qu'on doit comprendre, en fait, c'est que oui, c'est super galant, messieurs, d'ouvrir la porte à mesdames et de la laisser passer, mais la version chien, c'est que moi, je voudrais passer avant pour vérifier s'il n'y aurait pas un dinosaure de l'autre côté de la porte pour m'assurer la sécurité de l'animal qui est derrière moi. Donc, la personne ou le leader qui fonce en avant et qui marche en avant, c'est celui qui non seulement prend la direction, mais c'est aussi celui, le premier au front en avant qui protège les bodies. Donc, c'est important de passer en avant dans les portes, c'est important de passer en avant partout. Et donc, la marche au pied, c'est important de maîtriser sa marche au pied comme leader parce qu'on veut être en avant. On ne veut pas que le chien marche en avant puis commence à prendre en charge ce travail-là qui est de me protéger ou qui est de protéger l'environnement. Encore moins si mon chien n'a pas l'étoffe de le faire. Une deuxième chose, en fait, qu'on pourrait faire, c'est chez les femelles, beaucoup plus que chez les mâles, mais les femelles, c'est une couche de plus, c'est le flattage excessif. Une femelle qui vient constamment demander de l'attention, qui va venir faire valoriser son système hiérarchique. Les femelles demandent plus d'attention parce que c'est elle qui se reproduit. Et habituellement, elle va aller demander de l'attention de tout le monde dans la meute. Donc, il va y avoir vraiment un léchage excessif chez la femelle, dont la femelle est dominante, c'est-à-dire que c'est elle qui va recevoir toujours le câlinage. Et vous allez voir ces rituels-là, là, le chien le fait 2, 3, 4 et 5 fois dans la journée. Et elle veut se faire flatter, elle veut se faire valoriser, elle veut qu'on la regarde. Et là, ça fait en sorte que son statut hiérarchique va augmenter. Plus vous la flattez, plus elle croit qu'elle est à un haut niveau. Pour les animaux, d'être à un haut niveau, c'est se reproduire et survivre. Et le rôle d'une femelle, c'est non seulement de se reproduire, de faire l'éducation des chiots, de s'assurer au bon fonctionnement également au niveau des chiots, donc elle peut intervenir. Et c'est souvent elle qui va être un petit peu plus nerveuse. Les femelles sont plus sensibles. Donc, elle a encore plus besoin de sécurité. Elle a encore plus besoin de quelqu'un qui va prendre en charge la situation. Parce qu'évidemment, c'est elle qu'on doit protéger. Donc, son rôle est super important au sein du groupe. Par contre, il faut faire attention de ne pas trop valoriser ce statut-là. Okay? Donc, faites attention à votre flattage excessif constamment, de flatter puis de valoriser votre chien constamment, surtout un chien qui ne va jamais se reproduire ou carrément un chien que, par la suite, on demande beaucoup d'exigences, d'obéissance, tout ça. Ça ne fait pas sens dans la tête du chien qu'on valorise et qu'on flatte et qu'à l'inverse, on essaie d'aller chercher notre statut hiérarchique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un statut hiérarchique, c'est un peu un code de conduite. C'est un code de groupe et il y a des règles. Tu respectes mon espace, tu respectes qui je suis, j'ai confiance en toi, tu as confiance en moi. C'est vraiment une espèce de brotherhood. C'est vraiment une confiance qu'on va travailler ensemble. Puis plus vous vivez des expériences au travers de ça qui sont légèrement stressantes, plus la fusion de la relation va être établie. C'est ça l'objectif, en fait. Le chien veut que vous preniez en charge tout. Donc, si vous prenez en charge une situation, mais vous n'en prenez pas une autre, et qu'à l'inverse, vous faites des petits comportements comme ça qui nuisent un peu au système hiérarchique parce que vous y pensez pas, par exemple, parce que vous la flattez constamment, parce qu'on la laisse passer la porte avant, bien à ce moment-là, le chien, il rentre en conflit entre le code de conduite qu'elle s'est établi dans ses patrons moteurs, puis sa perception de tout ça, versus toi, ce que tu essaies d'établir par la suite. Donc, la majorité des conflits qu'on a au niveau du système hiérarchique, c'est vraiment ça. C'est qu'on essaie de prendre du leadership à certains endroits qui nous convient, mais on oublie de le prendre en entier, puis de prendre la responsabilité en entier. C'est pas quelque chose qui est difficile, c'est vraiment juste de créer des habitudes et de s'assurer que le code de conduite soit clair. Chez certains chiens, évidemment, il va y avoir la gestion d'espace. Si vous n'avez aucune idée c'est quoi la gestion d'espace, on a un séminaire vraiment cool sur ça qui l'explique au complet, parce que je vous jure que je pourrais passer la prochaine heure à vous l'expliquer. C'est quand même un peu complexe. Par contre, si, exemple, vous avez un chien qui est constamment sur vous, vous pouvez commencer déjà là simplement à vous lever, faire un pas vers votre chien, de ne pas la flatter sur demande aussi, pas répondre à toutes les petites demandes de votre chien non plus. Donc, le système hiérarchique, c'est quoi? Bien, c'est ça. Le système hiérarchique, ça apporte une sécurité, ça apporte de la nourriture à son chien, ça apporte aussi, un sentiment de confort, de faire partie d'un groupe, parce que les chiens, c'est des animaux qui sont sociaux, c'est des animaux qui ont besoin de leur meute pour survivre, parce que c'est pas les plus gros, c'est pas les plus forts, donc ils n'ont pas besoin de vivre seuls, ils ont besoin de vivre en meute pour leur propre eux-mêmes. Encore là, je sais qu'il y a des chiens qui ne rentreront pas dans ce cadre-là. Ce
qu'il faut faire attention, c'est que maintenant, les chiens ont accès à de la nourriture à volonté, ils ont accès à tous leurs petits conforts nécessaires. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la collaboration va diminuer envers le maître. Pourquoi la collaboration diminue? C'est que le besoin de vivre en communauté n'est plus autant essentiel parce que tout est déjà là sans avoir à mettre d'effort. Parce que vivre en communauté, on le sait très bien que ça demande un effort. Ça demande d'être patient, ça demande de des fois passer par-dessus certaines choses, ça demande aussi de ne pas être rancunier, de développer de la collaboration. Donc, il y a certains chiens qui vont avoir plus de difficultés. Alors, c'est quoi pour moi le système hiérarchique? C'est ça. Donc, si après toute cette vidéo-là, tu n'es toujours pas d'accord que le chien a besoin de sécurité, que le chien a besoin d'avoir sa meute pour pouvoir le rassurer, il a besoin de quelqu'un qui prend en charge la situation, c'est bien correct. Je n'ai aucun jugement envers toi. Par contre, pense-y, regarde et observe ton chien. Regarde ton chien avec les autres chiens, comment il agit. Regarde ton chien. Est-ce que c'est pour sa survie, pour lui-même? Est-ce que c'est pour plaire à quelqu'un? N'oubliez pas qu'un carnivore, un animal qui est un prédateur, il fait tout dans un objectif que ça lui rapporte à lui-même. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça lui rapporte, lui, de vivre chez toi, d'agir de cette façon-là? Et ça va sûrement répondre à toutes tes nombreuses questions. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée, puis bonne observation.